Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarity par ma voix et du CCT, le Conseil camerounais de transition, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite toutes celles de ceux comme moi qui ont eu la grâce de Dieu de voir ce jour, de glorifier Dieu et de célébrer la vie. Sans lui, nous ne sommes rien et nous ne serons jamais rien. Donc, une pensée à toutes celles de ceux qui sont dans les hôpitaux, une pensée à ceux qui sont en prison, une pensée à ceux qui sont même en liberté et qui ne sont pas à même de parler, qui sont muselés. Je vais avoir une pensée pour vous tous, mais sachez que aussi longtemps que vous aurez le souffle de vie, l'espoir est au bout. Ne perdez jamais l'espoir quand vous avez le souffle. Parlez, échangez, donnez votre avis, mangez, marchez, faites-vous plaisir, mais n'oubliez pas d'être au service des autres. Nous ne sommes rien sans l'autre, l'autre n'est rien sans nous. C'est ça la vie. Être au service des autres, de façon directe ou indirecte. Bien. Mes chers compatriotes, ce matin du 26, je voudrais échanger avec vous sur une information très importante. Autrement dit, 3 informations importantes. La première, c'est que le gouvernement de Biya tombera. C'est très important. Il tombera parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui sont mis en jeu. Le facteur du peuple camerounais qui se lèvera, le facteur de la communauté internationale, et non. Tous ces facteurs-là concourent pour que le gouvernement de Paul Biya tombe. Et il va tomber parce qu'ils ont été bêtes jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la première information. La deuxième information, qui normalement est la première, vous allez comprendre pourquoi. C'est dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, le président Donald J. Trump, l'armée américaine, sous l'autorisation du président américain, a opéré des frappes au Nigeria contre les groupes terroristes. Trump vient de bombarder le Nigeria le jour de Noël. Il dit que c'est pour protéger les chrétiens. Mais je vais vous donner les vraies raisons. Des frappes américaines ont ciblé des groupes liés à l'État islamique au nord-ouest du Nigeria. Soyons clairs, l'EI c'est un groupe terreau qui est responsable des pires choses. Donc le combattre, ce n'est pas le problème, bien sûr. Le problème, c'est la façon dont c'est fait et pourquoi. Là, Trump a seulement parlé des chrétiens. Or, on sait que l'EI au Nigeria cible non seulement des chrétiens, mais aussi des musulmans. Au final, plus qu'un simple conflit religieux, on a des civils qui sont pris dans un conflit plus large qui est à la fois politique, social et économique. Donc la première vraie raison des frappes ici, c'est pour plaire à l'électorat évangélique américain. Ça, c'est la deuxième information. La troisième information, ça s'engage que moi, et je vais l'expliquer au cours de cette publication. Le président Donald Trump est l'un des meilleurs présidents de ces 50 dernières années. Je commence à l'expliquer en te faisant comprendre que avec le président Trump, tu deviens plus intelligent tout en l'observant, ou avec le président Trump, tu restes bête et en te plaignant tout le temps jusqu'à l'infini. Voilà, à travers ces 3 phrases que je viens de te donner, je dis avec le président Trump, à observer le président Trump, tu deviens plus intelligent. Parce que il est un être humain normal avec toutes les émotions qui vont avec. Il ne va pas plaire à tout le monde, comme toi, comme moi. Il ne peut pas plaire à tout le monde. Il dit des choses parce que il les pense, il parle avec des émotions, il parle avec lui-même, il parle et il pose des actes parce qu'il a pris le temps de réfléchir, de penser et de les poser. Tu as eu tout le temps. Il y a 15 ans. Parce que Donald Trump ne règle pas des problèmes qui sont arrivés ce matin. Hein. Tout ce que Donald Trump dit aujourd'hui là, c'est ce que Bill Clinton a laissé. C'est ce que George Bush a laissé. C'est ce que Barack Obama était là. Lui-même, il est arrivé, il a trouvé, il dit voilà, avant moi, il y a eu Joe Biden. Il n'y a aucun problème dont parle Trump aujourd'hui qui est nouveau.
Rien. Mais la seule chose qui est nouvelle, c'est la façon de les régler. Il règle ces problèmes en parlant. Je vais bombarder les terroristes au Nigeria. Il vous a dit ça il y a 2 mois. Vous avez pris ça à la légère. Bon, voilà. Et nous avons fait comme ce que nous savons faire. Nous plaindre. Oui, Trump, vraiment, il est en train d'aller chercher le pétrole. Il veut prendre le gaz. Oui, il a attaqué au Venezuela. Oui, il a fait ceci. Oui, il a fait cela. Chacun raconte ce qu'il a raconté dans les réseaux sociaux. Nous racontons tout ce que nous avons à raconter. Mais personne ne prend des mesures, même ceux qui sont des chefs. Vous voyez un peu. Et vous allez comprendre pourquoi vous ne pouvez pas prendre des mesures. Parce que ça me rappelle, certains nous parlent de Muammar Kadhafi, qui était considéré par les autres comme étant un terroriste en chef. Mais dans son propre pays, il développait son pays, les Libyens ne manquaient de rien. N'est-ce pas? Il luttait contre le terrorisme. N'est-ce pas? Quand on décide de le tuer, ses propres frères qui sont autour, là, ils ont fait exactement ce que le Nigeria est en train de faire avec l'AES. Parce que, quand on parle ici, vous faites, personne ne veut écouter. Vous rentrez dans des considérations du tribalisme. Vous rentrez dans des considérations de la détestation de quelqu'un parce que vous n'êtes pas capable de penser. Muammar Kadhafi est tué par un président français, un collectif de présidents, mais c'est Sarkozy qui était en tête. Les Africains regardaient, les Africains observaient. Personne ne posait de questions. Pourquoi personne ne pouvait parler? Parce que ces Africains qui sont là, à cette époque de l'assassinat de Kadhafi, ont été mis en place par celui-là et ceux qui ont tué Kadhafi. Donc, personne ne pouvait bouger. Il y a une vidéo, il était un élu français, on l'appelait Miam Miam. Il était un élu français là-bas, vers le côté de... dans une région française. Kofi Miam Miam, c'est comme ça qu'on l'appelait. Il avait fait une vidéo, il a expliqué que le jour où les présidents africains s'étaient décidés d'aller rencontrer Kadhafi, Sarkozy leur a dit, si vous tentez de prendre l'avion pour aller en Libye, je bombarde l'avion. Je parle de Sarkozy, le prisonnier. Je vous parle de Sarkozy là, le français prisonnier là. Personne n'a bougé. Donc, les Africains, certains Africains, présidents Waya Waya, ont laissé assassiner leurs propres frères dans leur continent, bombardés. N'est-ce pas? Bien. Par Nicolas Sarkozy et David Cameron et les autres. Ces gens-là, qui vivent donc avec le terrorisme chez eux, en Afrique, sont incapables de combattre les terroristes dans leur propre continent, dans leur propre pays, parce que le terrorisme africain a trouvé une porte d'entrée. Après la Libye, ils se sont installés donc maintenant au Nigeria. Daesh, Boko Haram, quittent de là maintenant avec la complicité des Biya et les autres pour aller tuer le peuple. Vous n'êtes pas capable de faire quelque chose. Mais vous êtes capable d'aller sillonner des pays où les peuples se sont levés comme au Bénin l'autre jour pour envoyer l'armée du Nigeria pour permettre que les étrangers viennent encore empêcher aux Africains de manifester leur mécontentement au point de vouloir utiliser. C'était un prétexte, à ce moment-là aussi, d'après ce qui nous est dit, pour aller attaquer l'AES. On envoie donc les avions là-bas filmer des positions sous couvert d'une attaque organisée par toujours des Occidentaux en utilisant des Africains. Vous avez autant d'avions pour filmer les positions de l'AES. Vous ne pouvez pas utiliser ces avions pour localiser les positions de Daesh, de Boko Haram au Nigeria, au Cameroun. Mais quand Donald Trump décide de le faire, tout de suite on va lui attribuer des motifs cachés. Non, il vient pour le pétrole. Non, il vient pour le gaz. Oui, pourquoi dit-il qu'il vient protéger les chrétiens alors que
Vraiment, ce n'est pas une affaire nouvelle. Ok, vous avez raison. Ce n'est pas une affaire nouvelle. Mais aussi longtemps que cette affaire-là existe, qu'avez-vous fait? Comme ce n'est pas une affaire nouvelle, qu'est-ce que vous avez fait? Alors vous comprenez très bien pourquoi je vous dis que le président Donald Trump est l'un des meilleurs présidents américains et même dans le monde depuis les 50 dernières années. Parce que ce que vous voyez là, le président Donald Trump a trouvé ça. Mais aucun président africain n'est venu vers le président Donald Trump quand il a annoncé il y a 2 mois. Aucun président n'est venu vers le président Donald Trump lui faire comprendre que nous avons écouté ici aux États-Unis les services de renseignement américains qui sont parmi les meilleurs, si ce n'est les premiers, dire que le terrorisme a été financé par certains présidents américains. D'où le président Trump a fermé USAID, l'organisme qui finançait les terroristes là dehors. Et vous êtes victime de ce terrorisme-là qui a été financé par certains présidents que le président Donald Trump a trouvé et a chassé passant par les élections. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas venir voir le président Donald Trump? Au même titre que vous vous plaignez d'avoir été traité de shithole country. Vous vous êtes plaint, comme vous êtes plaint quand Sarkozy a dit que l'Afrique n'est pas assez entrée dans l'histoire. Ça, nous connaissons nos plaintes. On fait des années et des années sur les plateaux télé. Chacun, essaie un peu d'analyser et raconter sa vie. Mais vous n'êtes pas venu voir Donald Trump dit voilà, nous sommes victimes de ce terrorisme-là. Comment pouvons-nous nous associer donc maintenant pour le combattre? Oui, mais posez-lui la question. Comment pouvons-nous nous associer pour combattre ce terrorisme? Beaucoup d'entre vous ont reçu de l'argent par Biden. Beaucoup d'entre vous ont reçu de l'argent au Cameroun par l'Union européenne, par la France, pour combattre le terrorisme. N'est-ce pas? Et le président américain vous dit que ce terrorisme-là est financé par l'argent des Américains. Et il a démontré ça ici. Personne d'entre vous ne s'est levé. Personne d'entre vous n'a bougé un petit pouce. Certains m'ont fait comprendre hier soir, quand il a fait ce communiqué, parce que je vais vous lire quelques extraits de ce communiqué-là. Certains m'ont fait comprendre que Donald Trump n'aime pas les Africains. Il aime seulement le pétrole des Africains. Donald Trump n'aime pas l'Afrique, mais il aime les richesses de l'Afrique. Bon, c'est possible que chacun interprète ça comme ça. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que nous-mêmes, nous aimons l'Afrique? Toi qui dis ça, tu parlais depuis Londres. N'est-ce pas? Tu aimes tellement l'Afrique que tu es à Londres. Moi qui parle, je suis aux États-Unis. Donald Trump n'aime pas l'Afrique, mais il n'a jamais mis ses pieds là-bas en Afrique. Mais nous sommes Africains. Nous détestons notre propre continent plus que Donald Trump. Paul Biya vit en Suisse, président camerounais depuis 43 ans. C'est-à-dire, Paul Biya est président. Donald Trump n'avait même jamais imaginé dans sa tête qu'il sera président. Paul Biya était président. Paul Biya est président bien avant que Macron soit né. Paul Biya était président. Mais depuis que Paul Biya est président, il vit en Suisse. N'est-ce pas? Donald Trump déteste l'Afrique. Mais il aime les richesses de l'Afrique. Mais voilà des Africains qui sont présidents. Ils ont la gestion de toutes les richesses de l'Afrique. Mais prennent ces richesses-là, vivent pour eux et vont s'asseoir en Suisse. Vont s'asseoir en Europe. Dépensent de l'argent de leur continent là-bas. Ceux-là, ils aiment l'Afrique. Vous savez, j'ai le respect pour les Occidentaux parce qu'ils sont malins, ils sont futés. Regardez ce qui s'est passé avec Obiangema Teodoro. Théodorine Obiang habite avenue Foch, dans les beaux quartiers. Après des mois d'enquête, les policiers passent à l'action. Ils saisissent toutes les voitures de luxe du ministre africain. Là, vous avez une Bugatti Veyron. Ça fait plus de 1000 chevaux et 407 km/h. Là, c'est une deuxième Bugatti Veyron. Donc là, déjà, sur cet étage de camion, vous avez 2 400 000 euros.
C'est une voiture, il y a 3 ans d'attente pour pouvoir en acheter une. Théodorine Obiang est ministre de l'Agriculture et des Forêts et tout récemment vice-président de la Guinée équatoriale, un petit pays d'Afrique de l'Ouest dirigé d'une main de fer depuis 34 ans par son père, le général Obiang. Le pays est riche en pétrole et pourtant 70% de la population vit avec seulement moins d'1 euro par jour. Selon les enquêteurs, Théodorine Obiang aurait blanchi en France des millions d'euros provenant des caisses de l'État équato-guinéen. A commencer par son majestueux pied-à-terre à Paris. Un hôtel particulier de 5000 mètres carrés situé au 42 avenue Foch. Quand les policiers entrent pour perquisitionner, ils découvrent un luxe incroyable. Ce sont des immeubles de très grand luxe dans lesquels vous avez à la fois salle de sport, centre de coiffure, discothèque, salle de réception au pluriel, cuisine, niveau de grand restaurant, etc. Alors on est sur des immeubles vraiment de très très grand standing. 6 étages, 101 pièces, une chambre à coucher de 200 mètres carrés, des meubles d'époque, mais aussi une collection de bijoux et de grands crus, dont 300 bouteilles de Pétrus, d'une valeur de 2 millions d'euros. Dernièrement, il avait acquis pour 18 millions d'euros d'œuvres d'art en décoration. En tout, il y en aurait pour 40 millions d'euros de biens. En 1998, nous avions filmé Théodorine Obiang en exclusivité. C'est un peu froid ce matin. Oui. Cette année-là, il n'a pas hésité à nous montrer sans aucune pudeur comment il dépensait son argent. Alors là, on va faire un tour. On va chez Gianco Franco Ferre, non? Oui. On va faire un petit tour là-bas. Je vais faire un peu des courses, un peu. Des courses à la hauteur de sa démesure. Alors, Ce jour-là, il va dévaliser la boutique de ce grand couturier italien. ça c'est que des coupes déstructurées. Prix moyen du costume, 2500 €. D'accord. Encore. Ça, c'est magnifique aussi. Et pourtant, il ne va pas hésiter à en prendre une trentaine. C'est le deuxième plus gros client que nous ayons dans la boutique. Vous étiez au courant de son arrivée? Oui, ils nous ont prévenus il y a à peu près 2 jours pour nous dire qu'il est arrivé à Paris, qu'il fallait préparer certaines choses pour lui. Là, je l'aime pas. Ça, j'aime bien. Très, très joli. Ça s'appelle bien pour dans le bateau, sur le yacht. À Saint-Tropez. Ça, non, parce que j'ai déjà. Il faut changer un peu. Ça, je pense que, si je me trompe pas, vous avez déjà celle-là derrière, celle-ci. Vous savez, j'ai tellement maintenant que je me rappelle plus exactement lesquels j'ai réellement. Parce que j'ai. Oui, il y en a trop. Ouais, ça, c'est bien. Théodore, merci de votre visite et à bientôt. Théodorine Obiang n'a jamais caché son goût pour l'argent. C'est justement son train de vie fastueux qui a attiré l'attention de l'association Sherpa, qui lutte contre la corruption. L'ONG est à l'origine de la plainte contre Théodorine Obiang. Pendant plus d'1 an, elle a enquêté sur ses nombreux investissements. Le fondement de la plainte, il est très simple, c'est que le salaire annuel de M. Teodoro Nguema Obiang est de 6 000 $ par an et qu'il a un patrimoine mobilier et immobilier qui est estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros rien que pour le patrimoine identifié sur le sol français. Donc ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir acquis sur le sol français des biens dont on présume qu'ils ne l'ont pas été avec de l'argent légal. Et on n'a pas envie que la France serve de refuge à des avoirs d'origine criminelle. Et c'est tout le sens de notre démarche. Selon l'avocat de Théodorine Obiang, cette débauche de luxe n'a rien de scandaleux. Son client n'a jamais volé dans les caisses de la Guinée équatoriale. Il a gagné cet argent honnêtement en tant que chef d'entreprise d'une société d'exploitation forestière. Vous pensez que les accusations qui disent que le patrimoine de M. Obiang serait d'origine frauduleuse est totalement faux. Je connais l'argument. L'argument, c'est de dire il est ministre, il ne peut pas s'acheter ce qu'il s'est acheté. Mais surtout, il a un capital extrêmement important comme entrepreneur. C'est un entrepreneur qui a fait des bonnes affaires. Si la fortune paraît disproportionnée. Mais disproportionnée à quoi?
madame. Ah, le problème, c'est qu'il est noir et qu'il est africain. Et quand on se dit un Africain noir, riche, qui décide d'acheter du beau, ça, c'est pas normal. C'est ça, la vérité. Aujourd'hui, fini les virées parisiennes. Théodorine Obiang est sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il se cache dans son pays et refuse de se présenter devant la justice française, qu'il a déjà convoquée à 2 reprises. En Guinée équatoriale, c'est le président de la Guinée équatoriale et son fils, Théodoro Obiang. Parce que son père s'appelle Mbazogo Obiangema. Son fils, c'est Théodore Obiang. Ngema, quelque chose de ce genre. Ce monsieur-là a pris des télévisions, il y a de cela une vingtaine, 25 ou 30 ans, pour aller filmer ses achats. Vous avez vu cette vidéo-là? Se promener, acheter des montres. Et son père, ils ont acheté à l'avenue Fauche tout un quartier presque, avec des voitures, vous avez vu ces choses-là saisies. Les choses-là, tous ces biens-là ont été saisis par qui? Tous ces biens-là ont été saisis par la France. Qu'est-ce que la France utilise comme prétexte? La France ne dit pas que Obiangema et Théodoro Mbazogo et Théodoro Obiangema ont volé les biens des Français et ils ont acheté des maisons et des voitures. La France rappelle que ces gens-là ont détourné l'argent dans leur propre pays. Ils sont venus investir cet argent-là en France, acheter des maisons et des voitures. Et ce n'est pas la France qui porte plainte, c'est une association française qui porte plainte et ces biens-là sont récupérés. Ces présidents-là, ils aiment tellement l'Afrique qu'ils ont préféré aller acheter des biens en Europe, des voitures de luxe. Théodoro ne vit pas en France. Il achète des voitures qui sont garées là-bas, à terme des millions et des millions de dollars et d'euros. Les voitures sont garées là-bas. Il peut sortir avec ces voitures-là de temps en temps s'il arrive en France une fois l'an. Mais les voitures qui ont été achetées sont garées là-bas. L'argent, il y a quelqu'un là-bas pour nettoyer les voitures, allumer le moteur parce qu'il ne peut pas sortir avec, démarrer pour que le moteur chauffe un peu. Il y a des gens qui sont là-bas pour garder la maison où ils n'habitent pas. Ce n'est pas un consulat. Derrière, c'est des maisons. Ils achètent. Entre-temps, l'Afrique que nous aimons tant, l'Afrique que Théodoro aime tant, l'Afrique que Mbazogo aime tant, là-bas, il y a des gens qui souffrent en Guinée équatoriale. Dans ce pays-là, il y a des gens qui vivent dans des ghettos. Là-bas aussi. Comme chez Paul Biya. Il y a des gens qui vivent dans des ghettos. Les gens souffrent. Pas d'eau, pas d'électricité, pas d'emploi. L'insécurité est criarde partout. C'est d'ailleurs pour ça que je vous ai dit, dans un long texte, mes équipes et moi, que nous avons produit en vous faisant comprendre que je ne peux pas souhaiter bonne fête, parce que je ne sais pas à qui je souhaite bonne fête dans ce pays-là, dans ce continent. Je vais souhaiter bonne fête aux cadavres, je veux souhaiter bonne fête aux enfants qui sont en prison, je veux souhaiter bonne fête aux enfants, aux parents des enfants qui sont en prison, aux parents qui n'ont pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi s'électrifier, ils n'ont rien. Je veux souhaiter bonne fête à qui? Aux enfants qui sont dans les hôpitaux, qui n'arrivent pas à se soigner, aux femmes qui sont des prisonnières dans les hôpitaux. Parce qu'elles ont accouché, elles n'ont pas de l'argent. Le système de Paul Biya a fait de ces femmes-là des prisonnières parce qu'elles n'ont pas d'argent pour sortir de l'hôpital. Je vais appeler ces femmes-là pour leur souhaiter bonne fête. J'ai dit que je ne fais pas ça. Vous comprenez pourquoi maintenant? Alors voilà donc des gens qui aiment l'Afrique. Paul Biya, pour ne prendre que cet exemple-là. Obiangema, pour ne prendre que cet exemple-là. Ali Bongo, pour ne prendre que ces quelques exemples. Ils aiment tellement l'Afrique qu'ils ont décidé d'aller se localiser ailleurs. Et entre-temps, mes chers amis, les fils de tous ces pays-là, les Tchadiens, les Camerounais, les Gabonais, les Équato-Guinéens, les enfants de tous ces pays-là sont en train d'aller mourir dans les eaux de Lampedusa, sont en train d'aller mourir en Libye. On vend les Africains là-bas. La vente des esclaves continue là-bas. Alors ceux-là aiment l'Afrique. C'est Donald Trump qui n'aime pas l'Afrique. Mais ces présidents-là qui poussent leurs enfants
en exil. Leur fille allait se prostituer. Ceux-là, eux, ils aiment l'Afrique. Mais c'est Donald Trump qui déteste l'Afrique au point de venir là-bas parler de richesse. Mon cher, vous citez, vous prononcez des citations, des maximes quand elles vous arrangent. Vous dites souvent que un homme politique français avait dit que entre les États, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Alors souffrez que le président Donald Trump se batte pour les intérêts de son pays. Parce que vous ne vous battez pas pour les vôtres. Battez-vous pour les intérêts des pays dans lesquels vous habitez. Paul Biya se bat pour les intérêts suisses. Paul Biya, le président du Cameroun. À 86 ans, il règne sur son pays depuis 1982. Réélu 6 fois avec des scores soviétiques, il pourrait briguer un 7e mandat cette année. Paul Biya aime les rives du Léman. Il y vient chaque année depuis près de 40 ans. Son épouse Chantal l'accompagne pour son shopping et pour faire soigner son impressionnante coiffure. Vous n'avez pas trop froid? Non. Non, ça va? Ça va. Par rapport aux données de Mike, on voit très bien ici sur l'année 2017 que le président camerounais, en question Paul Biya, il a utilisé son avion pour venir à Genève le 24 mars, le 12 avril, le 14 septembre, le 17 septembre, le 26 septembre et le 21 octobre 2017. On voit bien également que sur ces dates-là, il est arrivé un tel et tel jour et il est parti grosso modo en 10 jours et 10-15 jours après son arrivée. Donc on voit bien qu'il reste un moment. Pour la première fois, il devient possible de répertorier précisément ses allées et venues, et donc aussi d'en estimer le coût. Le président camerounais n'a pas un avion propre à lui et il est obligé de passer par d'autres compagnies en question, de compagnies d'affaires, pour utiliser l'avion à titre personnel pour ses voyages privés. Vous avez une idée de combien ça coûte, la location d'un avion comme ça Je n'ose pas y penser. Des milliers et des milliers de francs, j'imagine. Voici la réponse. Le coût d'un vol Yaoundé-Genève aller et retour en avion de location pour une 60aine de personnes se monte à 800 000 francs. À cela s'ajoute la location et les frais d'entretien de l'avion durant le séjour, soit environ 150 000 francs par jour. Frais hôteliers, comptez environ 40 000 francs par jour. En 35 ans au pouvoir, Paul Biya a passé plus de 4 ans et demi en séjour privé à l'étranger, l'immense majorité à Genève. Selon nos estimations, ces voyages auraient coûté plus de 100 millions de francs. Le Cameroun sombre chaque jour un peu plus dans la pauvreté et l'instabilité politique. Mais le couple présidentiel, lui, n'a pas changé ses habitudes. Durant l'été 2017, il prend ses quartiers, comme chaque année, pendant plusieurs semaines dans son palace favori, l'Intercontinental. Nous nous y rendons pour rencontrer Bradley Roland, un journaliste camerounais établi en Suisse. Il se montre très critique envers le pouvoir de Paul Biya. Les gardes du président sont partout et le personnel de l'hôtel est aux aguets. Voici la neutralité suisse à l'œuvre. Dans son pays, Bradley serait probablement emprisonné. Dans le lobby de l'Intercontinental, il peut dénoncer l'attitude de son président à quelques mètres de ses gardes du corps. Moi, je n'ai pas peur parce que moi, je vis dans un pays libre. Je suis juste un peu triste parce que je vois un peu comment il vient en Suisse avec ses gardes du corps. Tout à l'heure, à l'entrée, j'ai vu ces gardes du corps, comment ils étaient en train de toiser. C'est juste impressionnant. Il s'est dit que même en Suisse, ils sont là, avec cette arrogance qui les caractérise. C'est vraiment quelque chose qui peut vous amener à comprendre comment ça passe, comment ils se comportent au Cameroun. Comment pouvez-vous expliquer à les personnes normalement constituées que en 2017 existe un État où le président vit dans un autre pays, dans un luxueux palace où il dépense des millions de francs suisses, des millions d'euros
par jour, alors que la population vit avec moins d'1 euro par jour dans son pays. Comment pouvez-vous expliquer ça? Le Cameroun, comme tout autre pays, a besoin d'un président à plein temps. Voyez-vous? Et c'est malheureusement pas le cas. Il ne suffit pas de mettre dans sa poche l'armée, de corrompre toutes les forces vives et de croire que le reste va marcher comme un pilotage automatique. C'est pas suffisant. Ce monsieur, comme je vous ai dit, n'a jamais fait autre chose qu'être fonctionnaire. Où est-ce qu'il peut prendre de l'argent pour vivre un peu comme il est là? C'est l'argent du contribuable camerounais. Tout est dit en un mot. C'est un pays qui est dirigé par un roi feignant. Paul Biya se bat pour le terre continental. Idriss Déby se battait pour la France. À la fin, ils l'ont liquidé. Parce que ce sont les mêmes personnes qui vont mettre au pouvoir, qui vous tuent. Vous devez fonctionner comme ces gens-là veulent. Parce qu'eux, ils ont au moins la capacité de penser plusieurs années avant ce qu'ils recherchent. Vous avez tout. Mais vous allez rechercher et chercher à l'extérieur ce que vous en avez en abondance dans vos pays respectifs. Et vous allez accuser Trump. Je vous assure, ce n'est pas parce que je suis aux États-Unis. Avec tout le respect que j'ai pour ce pays d'accueil, je vous dis, nous avons la chance d'avoir un président comme Trump. Parce que lui, il vous dit ce qu'il pense. Et il parle. Ça te donne le temps de te préparer. De t'organiser. Il te dit que je ne t'aime pas. Il a écrit, il a fait des vidéos. Tu m'aimes, je t'aime. Tu m'apprécies, je t'apprécie. Tu me détestes, je m'en fous de toi parce que j'ai beaucoup d'autres choses à faire. Il a dit ça. Il n'est pas venu là pour que tu l'aimes. Ce type a été l'homme le plus contesté. Après Barack Obama, je n'ai jamais vu un homme aussi détesté que Donald Trump. Avant son élection, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Nous avons tout entendu. Il y a les femmes qui venaient se plaindre. Non, il m'a violé. Non, il m'a touché les fesses. Non, il avait dit que la femme a fait ceci. Il faut attraper. On a tout dit. Même les présidents de certains pays occidentaux sont rentrés dans la danse. Alors qu'il n'est pas président de la France ni de l'Angleterre. Il est président des Américains. Mais ces présidents-là s'étaient réunis contre lui. Je ne vous parle même pas des médias. Souvenez-vous que Facebook l'avait banni. On a fermé son compte. Parce que tout le monde était convaincu que Donald Trump est plus mauvais. Alors que ce que Donald Trump dénonce aujourd'hui, nous vivons ça depuis le temps d'Obama, au temps de Joe Biden, au temps de Bill Clinton. Ces problèmes-là sont là toujours. Les guerres sont toujours là. Souvenez-vous de l'affaire Lafarge. Pendant que c'était dénoncé le terrorisme, la société Lafarge continuait à acheter le carburant chez les terroristes. C'était une société française. Elle a été condamnée ici aux États-Unis à payer plusieurs millions de dollars. Donald Trump n'était pas encore au pouvoir. Donald Trump n'était pas là-bas. Alors aussi longtemps que nous allons rester de côté et croire que les gens vont penser pour nous et pour nos intérêts. Nous nous trompons totalement. Personne ne pensera pour nous. Aussi longtemps qu'on utilisera un Africain quelque part, ce n'est pas pour les intérêts de l'Africain, c'est d'abord pour les intérêts de celui qui l'emploie, qui l'utilise. Il faut comprendre ça. Certains d'entre nous se plaignent du président gabonais, Brice Oligui Nguema. Chacun s'assoit et raconte sa vie le concernant. Mais tout le monde sait très bien comment il a fait pour devenir président. Il doit travailler d'abord pour celui qui l'a mis là-bas. Comme Ali Bongo travaillait pour Sarkozy. Et quand Sarkozy n'était plus content, qu'est-ce que Sarkozy a fait? Il a envoyé Manuel Valls sur un plateau de télé. Vous avez suivi cette vidéo où Manuel Valls avait dit publiquement que Ali Bongo avait été très mal élu. Il avait volé l'élection. Yes. Pourquoi avait-il décidé de commencer à lâcher Ali Bongo? Parce qu'Ali Bongo, un jour, en allant inaugurer l'usine d'huile de palme, je pense, il avait fait l'interview. Et il a dit que il faut diversifier
diversifier ses partenariats. Son pays n'est pas le pays qui doit, qui est là seulement pour un seul pays, sans le nommer. Alors les Français ont dit, ah, donc nous on t'a mis là-bas pour que tu aies diversifié les partenariats, n'est-ce pas? Bien. La suite, ils ont envoyé une équipe de journalistes. C'est-à-dire que la deuxième agence de renseignement en France, ce sont les journalistes. Après le peuple, comme dans tous les pays, c'est le peuple le premier agent de renseignement. Après, ce sont des gens assermentés, qui sont les hommes en tenue, les services de renseignement et tout. Donc, les journalistes font partie de ces gens-là, qu'on utilise comme les services de renseignement. Ils sont donc allés faire une émission avec Ali Bongo. Là, le travail de SAP avait déjà commencé. Ils se rendent donc là-bas, ils font un documentaire. Ali Bongo les amène, il conduit lui-même, il est dans les marchés, il salue les gens, c'est lui-même qui est au volant. Il les amène, Ali Bongo les prend, il les amène en Angleterre, montrer comment il est en train d'enregistrer dans un studio, comme il était musicien. Il les amène là-bas. L'émission est terminée. Ils prennent les bandes. Ils amènent les bandes pour faire le montage en France. Là-bas en France, ils vont conclure l'émission avec certains blancs là-bas quelque part qui se disent être des camarades de classe d'Ali Bongo. Et que disent ces blancs-là en fin d'émission? Que Ali Bongo avait échoué au bac. Son père à l'époque a appelé le président français de cette époque-là pour lui dire que non, il faut que son fils ait le bac. Voilà comment Ali Bongo a eu le bac. Il dit qu'il avait échoué en France. C'est la télévision française qui parle. Et cette télévision-là vous dit quelque part aussi dans cette émission-là que ils ont réussi à obtenir les vidéos des voitures de collection qu'Ali Bongo achetait, qui étaient gardées là-bas dans le sous-sol, par l'intervention, par les biens de certaines personnes qui travaillent avec Ali Bongo, qui sont allés filmer et leur ont donné ça. Voilà, Ali Bongo est l'Afrique, hein? Mais Ali Bongo était au service des autres. Son père a laissé des biens là-bas en France, qui sont en ce moment saisis. Le père d'Ali Bongo, qui avait presque le même âge que le président Trump. Et président Trump n'avait même pas encore l'idée, il ne pensait même pas à ça. Trump était un homme d'affaires, n'est-ce pas? Le père a fini. Il est mort là-bas en Espagne. Le premier ministre espagnol n'a pas daigné se lever pour aller accompagner le corps même à l'aéroport. Dans cette voiture, sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone, le cercueil du président gabonais Omar Bongo. Jusqu'au bout, la mort du chef d'État s'est accompagnée d'une très grande discrétion ici en Espagne. Une cérémonie d'hommage très sobre d'à peine une demi-heure, sans la présence du roi Juan Carlos, ni celle du chef de gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero. Les autorités espagnoles n'ont d'ailleurs publié aucun communiqué de condoléances officielles. Jusqu'au bout, la délégation gabonaise présente ici est restée totalement silencieuse sur les causes exactes de la mort d'Omar Bongo, comme sur la question de sa succession. Sa fille, Pascaline Bongo, est rentrée dès mercredi soir à Libreville. Son mari, le ministre des Affaires étrangères Paul Toungui, a lui aussi refusé de s'exprimer devant notre caméra, ceci depuis le début de l'hospitalisation du président à Barcelone. L'hommage du peuple gabonais doit commencer dès ce jeudi. Mardi prochain, une grande cérémonie officielle sera organisée à Libreville en présence d'une vingtaine de chefs d'État étrangers. Le roi de l'Espagne n'a même pas fait un communiqué. Je vous ai montré la vidéo là ici. Yes sir, c'est de ça qu'il s'agit, comme dirait Rigobertson. Ces gens-là aiment l'Afrique, mais ils vivent chez les autres. Mais c'est Trump qui déteste l'Afrique, mais aime les biens de l'Afrique, qui déteste l'Afrique plus que nous-mêmes. Dites-moi, nous qui parlons de ça, la détestation que vous avez entre vous ici aux États-Unis dépasse toute imagination. Ce sont les Africains qui appellent les militaires américains des services de renseignement du président Donald Trump pour leur dire que, monsieur le président, dans la maison là, il y a des Camerounais là-bas qui n'ont pas de papier. Vous avez suivi ça nous ici? Vous avez suivi ça? Pendant que moi je me lève pour aller aider ceux qui n'ont pas de papier, ceux qui sont arrêtés par ICE, je cours partout, aller aider ceux qui n'ont même pas où dormir. Mais certains parmi vous appellent l'immigration pour envoyer l'immigration dans les maisons, dans certaines de vos maisons.
Vous aimez tellement l'Afrique que vous tuez les Africains. Oui, monsieur. Vous aimez tellement l'Afrique que c'est vous qui dénoncez les Africains de l'autre côté au président Donald Trump. Alors, vous allez dire que le président Donald Trump doit refuser de se battre pour les intérêts de son pays. Il faut aller chercher la richesse là où elle se trouve parce que ceux-là qui ont cette richesse-là ne connaissent pas l'importance. Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan. Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production d'1 million de carats par an. Mais sur l'ensemble du territoire, les premières estimations de production sont bien supérieures, de l'ordre de 3 à 5 millions de carats. Les premières installations nécessaires à l'extraction du minerai sont en place depuis mars dernier, mais la production ne devrait pas démarrer avant 2 ans. D'ici là, la majorité de la production camerounaise restera artisanale et ne dépassera pas les 5000 carats par an. Nous avons quitté le Cameroun pour venir chercher ici aux États-Unis ce que nous avons en abondance chez nous, mais qui ne nous est pas donné, qui n'est pas notre portée. Pendant que je suis dehors, là, au mois de janvier, à partir du 1er janvier, considérez que ça me fait 34 ans dehors. N'est-ce pas? Pendant ce temps, les Chinois sont dans mon pays, accueillis par Paul Biya. Le fils de Paul Biya que je suis, il est dehors. Le fils de Paul Biya est dehors parce qu'il dit la vérité à Paul Biya. La vérité que Trump vient de dire là, que Paul Biya va partir et il ira vivre en Suisse, que tous ces ministres-là seront persécutés et poursuivis pour crimes de guerre, détournement, vol, corruption. Ce que je vous dis là va suivre. N'est-ce pas? Je n'ai pas attendu le président Trump. Le président Trump va plutôt prendre ce que j'ai dit pour pouvoir frapper ces gens-là, alors que ces gens-là, je me suis adressé à eux publiquement, en privé, par écrit, en vidéo, par voice, par vidéo privée. J'ai au moins 3, 4, 5, 6, 7 ministres à qui j'ai parlé dans ce gouvernement, avec des preuves à l'appui. Je leur dis attention, voici ce qui va vous arriver. Ali Bongo est en prison, avez-vous appris quelque chose de lui? Non, vous n'apprenez pas. Vous faites la même chose, vos femmes font la même chose, vos enfants font la même chose. M'avez-vous écouté? Non. Aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a des plaintes qui arrivent contre vous, qui se préparent, qui étaient les premiers à parler des plaintes ici? C'est moi, avec l'un de mes aînés que vous connaissez, qui était pasteur. Nous avons même d'ailleurs porté plainte officiellement pour attirer votre attention. Que faites gaffe, dans ce pays-là, les Américains seront avec vous, certains d'entre vous, ça dépend des régimes, parce que vous payez des lobbies pour que la vérité ne soit pas manifestée au plus haut. Mais quand le régime va changer, le système changera aussi. Chacun vient avec ses gens. Vous n'avez pas écouté. On envoie des gens comme les Bargangele, ils viennent raconter leur petite vie. On envoie les Mbayou Félix, ils viennent raconter leur petite vie. On envoie certains. L'Amérique, ce n'est pas un problème. À partir du moment où les lobbies peuvent avoir de l'argent que vous venez leur donner, le président Trump ne sera jamais en désaccord. Parce que ces lobbies-là emploient des personnes, payent des taxes, font vivre des gens avec l'argent que Paul Biya vient de donner. Parce que le lobby qui fait que Donald Trump ne parle pas encore du Cameroun en ce moment. C'est un cabinet de lobbyistes qui est ici. N'est-ce pas? Ça fait fonctionner. Mais à un certain moment,
pour l'intérêt supérieur de l'Amérique. L'Amérique sait très bien que chaque fois que la France est chassée quelque part, c'est la Russie qui s'installe, et c'est la Chine qui s'installe, et ça réduit l'influence de l'Amérique. Ça n'a rien à voir avec Paul Biya. Paul Biya passait son temps à donner de l'argent, pourquoi on ne parle pas de son pays? Mais ça ne résout pas de problème du terrorisme sur le terrain, du chômage, des Africains camerounais qui viennent ici, qui vont chercher en Amérique ce qu'ils ont en abondance chez eux. Entre-temps, on combat les conséquences de l'immigration aux États-Unis, mais on entretient les causes de cette immigration qui sont Paul Biya et son gouvernement. Donald Trump connaît. Il observe. Quand il sera fatigué, il se dit, voilà, ok, je suis en train de voir la progression de la Chine et de la Russie. Maintenant, il faut taper fort. Qu'est-ce qu'il faut faire? Paf, on frappe. Ils vont oublier que Paul Biya, un jour, par le biais de Vondoyolo, et par le biais du petit garçon qui est mort là, et par le biais des autres, avait un jour donné 1 centime, on l'obéisse ici. Il faut oublier tout ça. Tu veux que je te rappelle un exemple? Les enfants de Mobutu vivaient pendant les vacances chez les George Bush. Ils étaient en vacances là-bas. Mais le jour que l'Amérique a dit qu'on ne veut plus de lui, il a demandé le visa pour venir. Ils ont refusé. L'ambassadeur américain est allé lui dire que si tu ne quittes pas le pouvoir, ton corps sera traîné au sol, ici, sur les rues de Kinshasa. Est-ce que vous comprenez ça? On le lui a dit. Mais ce monsieur-là organisait des festins pas possibles et il invitait les autorités étrangères pour venir manger avec lui. Avec Badelit, Mobutu et son entourage s'accrochent au pouvoir. Après 3 décennies de prédation, ils ont accumulé dans les banques occidentales ces milliards de dollars qui leur permettent d'attendre patiemment des jours meilleurs. Au besoin, ils font tourner la planche à billets et impriment en Autriche, en Argentine, au Brésil, en Angleterre, l'argent qui leur est nécessaire pour soudoyer, récompenser, corrompre. Bien. Quand les autorités finissent de manger avec ce monsieur-là, n'est-ce pas? Pendant qu'il est en train de manger avec les hommes de il fête. Il laisse les gens là, en train de manger. Il va s'asseoir, il fait un communiqué et parle à son peuple. Il dit à son peuple que la vie a été très très difficile, très chère. Cette année, vraiment, c'est très compliqué, c'est machin, tout ça là. Il finit de parler, il va retourner de l'autre côté, festoyer avec les autres, manger et boire. Mes chers compatriotes, une crise politique et économique particulièrement sévère aura réservé à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir,
ce qu'il croyait être des conquêtes en conquêtes étaient en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc, il capitalisait à moyen, à long terme, une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. C'était Mobutu, Sese Seko, Kwasa Kwasa, Banga Banga, Monozaki, je ne sais pas comment s'appelait ce type-là, ou Kwasa Moussa, je ne sais pas, son nom était trop compliqué. Donc, voilà à quoi servent ces présidents-là. Vous comprenez pourquoi aujourd'hui, la plupart des chefs d'État occidentaux détestent Ibrahim Traoré, détestent Tiani, détestent le président du Niger. Parce que c'est une nouvelle époque qui s'ouvre. Les jeunes ne veulent plus voir ça. Des présidents, mademoiselle, des présidents sodomifiants, des présidents bénis oui-oui, qui ne passent pas à l'intérêt général de leur peuple, mais qui pensent à l'intérêt de ceux qui les ont mis au pouvoir. Je vous assure, en 43 ans, si Biya avait pris 20 ans, c'est-à-dire 2 ans dans chaque province ou dans chaque région, de cette année, nous sommes dans telle région, nord-ouest et sud-ouest, ces 2 régions-là, nous allons prendre 2 ans. Toutes les activités, l'eau, l'électricité, la sécurité, l'emploi, là-bas. On ne fait rien ailleurs, sur le maintien. On finit, paf, on dit le littoral. 2 ans, on développe partout. Tac, on finit là-bas, on dit centre-sud. Tac, on finit là-bas, on dit le Grand Nord. En 20 ans, l'Arabie Saoudite, on n'en parlerait plus jamais. Mais Biya ne peut pas faire ça. Non, Paul Biya ne peut pas faire ça parce qu'il n'est pas placé là-bas pour penser le Cameroun. Il est là-bas pour endormir les Camerounais. C'est pour ça que vous voyez vos opposants Waya Waya raconter leur vie partout. Les opposants de la révolution, les bons diables, les mauvais diables, les excellents diables et tout ça. Ce n'est pas le problème de Paul Biya. Il est en mission. Aucun opposant. Alors vous voulez empêcher Donald Trump de penser les intérêts de son pays. Vous refusez qu'il pense les intérêts de son pays alors que chaque jour, on vous met la carte là devant vous. On vous dit que les influences sont en train de se remodeler. 1884 à Berlin, 1885 à Berlin sont en train de se reproduire maintenant à l'échelle internationale. Il y a le positionnement des pays. La France est en train d'être relayée. Elle a joué son rôle. Maintenant, la Russie a dit, voilà, il faut se repositionner. Vous voyez dans les pays comme le Brésil, l'Inde, la Chine, la Russie, en train de se repositionner. La France s'est terminée en Afrique. Donc, toutes les personnes qui ont passé leur temps à être positionnées pour l'intérêt de la France, là, vont disparaître tôt ou tard. Et je vous rappelle que si vous ne faites pas attention, dès que l'AES va réussir à stabiliser son pays, point de vue économique et sécuritaire, paf, ils vont réimposer en Afrique les visas. Parce que leur pays ne vont pas devenir des entrées et sorties des terroristes. Pendant ce temps, toi et moi, nous serons aux États-Unis en train de dire que Trump est méchant. Trump n'aime pas l'Afrique. Alors la question c'est, qui déteste les Africains plus que nous? Toi et moi là. Qui déteste l'Afrique et les Africains plus que nous-mêmes. N'est-ce pas? Donc Cameroun a tout ce qu'il faut pour combattre le terrorisme. Mais le Cameroun ne peut pas combattre le terrorisme quand on vous dit que le terrorisme est financé par certains pays. Et quand le président en place a accepté de jouer ce jeu, il va donc dépendre de ces gens-là. À tout moment, Donald Trump va le bombarder. Il ne va pas le bombarder parce qu'il va envoyer une arme là-bas, aller bombarder sa tête. Non. Tu as vu ce que Donald Trump est en train de faire en Ukraine, n'est-ce pas? La particularité de certains chefs d'État est de savoir se préparer très loin. Ils envoient leurs tentacules. Pour ton information, toi qui ne suis pas l'actualité, et toi tu viens commenter sur le travail des autres, nous sommes là pour penser le monde. Penser l'Afrique et penser l'Amérique. Ce pays-là qui nous a accueillis. Comment pouvons-nous vivre avec ce pays tout en préservant nos intérêts? Tu as suivi ce qui s'est passé qui se passe en ce moment avec le président ukrainien, n'est-ce pas? J'étais ici en train de vous dire que la Russie là, tous les pays de l'Union européenne la réunie ne peuvent pas battre la Russie. Ils ne peuvent pas.
Ils ont utilisé Zelensky pour faire son one-man show. N'est-ce pas? Je vais donc te dire comment ça fonctionne dans certains milieux que tu ne connais pas. Pendant que le président Trump était au quartier, il appelle Zelensky. Il n'était plus président. Il dit à Zelensky que tu as des dossiers là-bas qui concernent le fils de Joe Biden. Ce qui se passe là-bas n'est pas sérieux. Il faut envoyer ces dossiers là-bas ici pour qu'une enquête soit open. Zelensky avait refusé. Parce qu'à l'époque, Zelensky et Joe Biden étaient comme ça, mana. La seule chose qui leur manquait, c'était de se faire la bise publiquement à la bouche, sur les lèvres. Souvenez-vous que Donald Trump a été persécuté médiatiquement, politiquement, socialement. La justice s'est attaquée à lui, y compris même c'était un président à l'international. Il subissait ça nuit et jour. Il a plié le doigt. Mais il savait très bien que s'il revient au pouvoir, Zelensky ne pourra pas s'échapper. Je vous épargne tous les autres détails. Les plans du cessez-le-feu, les plans pour arrêter la guerre, qui sont boycottés par les Occidentaux. Donald Trump ne fait que plier le doigt. Il plie le doigt tous les jours. Mais sachant très bien que tout ce qui se passe là-bas, l'Amérique a des gens qui travaillent là-bas dans le renseignement. Et ils savent très bien que tout l'argent que Zelensky a reçu est de la communauté européenne et des Américains. Cet argent-là est détourné par Zelensky lui-même et ses amis. Qu'est-ce que le président Trump a fait tout récemment? Il a dit Coco, bon voilà, envoyez-lui une petite pilule là, justement là. Tac, tout de suite, on a réveillé la corruption en Ukraine des autorités ukrainiennes. Et qui a leur tête? On ne vise pas directement, on ne vise pas directement Zelensky. On a d'abord arrêté l'un de ses collaborateurs. Pape, on prend, on déclare ça, ça devient une épée de Damoclès. La corruption. On te dit, on ne t'accuse pas d'avoir été corrompu avec l'argent des Ukrainiens. La corruption pour laquelle on va te combattre, c'est la corruption de l'argent qui t'a été donné. N'est-ce pas? C'est cet argent-là qu'on va donc te prendre. Et ils savent où l'argent est parti, puisque c'est eux qui te donnent, et c'est eux qui sont là-bas pour recevoir. Ils savent qui a volé. Ils savent que leurs armes qu'on t'a données, tu les as vendues à certains groupes terroristes. Ils savent aussi. Ils te laissent faire ton one-man show. Toi, comme tu es bête et tu es prisonnier, tu cours partout. Tu es en France, tu es en Angleterre, tu es machin, tu cours comme un petit toutou. Trump te regarde. Quand le moment arrivera, il ne va pas t'attaquer avec un attentat, ce qui n'est pas impossible. Avec une bombe, ce qui n'est pas impossible. Avec le bombardement de ton avion, ce qui n'est pas impossible. Avec un piège quelque part, ce qui n'est pas impossible. Mais il va seulement aller de façon légale. Avec la corruption, une enquête va être ouverte. Ce sont des gens qui sont autour de toi, qui vont remonter vers toi. Trump ne va pas attaquer Zelensky directement. Ce sont des gens qui sont autour de toi, qui ont fait la corruption avec toi, qui ont détourné le même titre que Zelensky. C'est eux qui vont parler. Trump lui-même, il appuie les mêmes bancs. Tu parles, non, tu dois dénoncer ceux que tu connais. Ce sont ceux-là qui vont donner, qui vont mettre leur nom dans les procès-verbaux où le nom de Zelensky va sortir. Je t'ai fait ce petit tour pour te dire que les Africains que nous sommes et nos parents là sont dans la même nasse, dans le même circuit. Trump connaît comment ces gens-là sont. Il y a une enquête au Cameroun. J'en ai parlé à un ministre. Je lui ai dit, Tara, il y a toujours un moyen pour sortir tête haute. Mais comme vous êtes entré là-bas, pas des moyens aristocratiques, vous avez tué un Américain là-bas, un pasteur appelé Charles Wesco. Trump va réveiller l'enquête. Préparez-vous. Non, je te donne seulement un petit biscuit, hein, monsieur le ministre. Prends ce petit biscuit-là et puis tu gardes ça. Dis que Nouma a parlé, il a raconté sa vie. Garde. Je te donne un autre petit biscuit que je t'avais déjà envoyé. Proprement. Souviens-toi que Ferdinand Gongo avait fait lui-même un communiqué. Il a signé que vous avez tué les gens, les enfants de l'autre côté. Vous avez brûlé, vous avez calciné. Tu te souviens de cette affaire? Je t'ai donné ce document-là parce que vous avez supprimé des réseaux. Mais il se faisait trop tard. Je te l'ai redonné. Les Américains l'ont aussi. Moi, tout ce que j'ai fait pendant toutes ces années, c'était de répertorier chaque année
dans un catalogue pour présenter ça à un président américain de tout ce qui se passe au Cameroun. Le monsieur que vous voyez là, c'est lui, Charles Wesco. Ici à l'intérieur, chaque année, je fais un album de tout ce qui se passe dans notre pays. Je donne à un président américain. Chaque année, je dépense. Même les prisonniers, ceux qui sont prisonniers, les prisonniers que vous voyez là. Chaque année, je répertorie, j'actualise les prisonniers. Je donne. Je serai l'un des acteurs. Voici ce monsieur, si vous le connaissez, je ne l'ai jamais rencontré. Ce type. Mais j'ai parlé de son histoire ici. Nous aimons nos pères, nous aimons nos parents, nous aimons nos enfants, et voilà ce que nous réservons à cela. Les images ici sont très très violentes. Tous ces gens que vous voyez là, chaque année, j'ai fait un catalogue qui me coûte beaucoup d'argent avec nos équipes. Ça va servir à cette plainte-là. Nous parlons à qui? Nous parlons à nos parents qui sont là. Nous leur disons, faites attention. En diplomatie, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Trump n'est pas votre ami. Il ne sera pas votre ami. Mais Trump sera toujours là pour les intérêts de son pays. Mais vous êtes là pour les intérêts de qui? Alors, quand vous êtes là pour les intérêts de la France et de certains occidentaux, quand ils n'ont plus besoin de vous, ils vont vous chasser. Mais ils vont vous chasser de façon tellement brutale que vous feriez pitié. Mais nous ne pouvons pas venir vous défendre parce que vous nous avez vendus chez ces gens-là. Donc quand ils vous traitent comme de la merde, nous sommes avec eux pour que vous soyez traités comme de la merde. Parce que vous n'avez rien fait pour nous. J'ai des enfants qui sont enterrés à Roissy-Charles de Gaulle. Yes. J'ai des enfants qui sont enterrés là au Maroc. Oui, monsieur, dans les forêts du Maroc. Il y a des enfants camerounais qui vivent là-bas. Dans les forêts de l'Espagne. En Libye, d'autres sont devenus des prostituées. Il y a des Camerounais, c'est des Camerounais qui sont aujourd'hui en France, que vous appelez les beaux ailleurs, et n'ont plus de reins. On a enlevé les reins. Ils ont vendu les reins. Par force, on te prend, on te viole. D'autres sont atteints de maladies sexuellement transmissibles, parfois même incurables, à cause de Paul Biya et son système. Pendant ce temps, les Libanais qui vivent au Cameroun, qui font vivre la misère aux Camerounais, au Liban, sont protégés par Biya. Vous attendez Trump pour venir vous défendre? Vous attendez que Trump vienne parler pour vous? Trump parlera pour son pays, en ce qui concerne son pays. Je vais te donner un dernier exemple, Laurent. Quand Trump arrive ici, il prend le pouvoir devant Obama, devant Joe Biden, devant Bill Clinton. Il était debout à la passation, le discours qu'il a fait. Il dit ici, ma nouvelle politique dans ce pays-ci, c'est l'homme, c'est papa et c'est maman. Ce n'est pas papa ensemble ou ce n'est pas maman ensemble. N'est-ce pas? Je mettrai aussi fin aux politiques gouvernementales qui tentent de forcer l'inclusion dans tous les aspects de la vie publique et la vie privée, l'inclusion et la diversité, que ce soit en termes de genre ou en termes de race. Nous allons forger une société qui ne voit pas la race basée uniquement sur le mérite. À compter d'aujourd'hui, ce sera la politique officielle du gouvernement américain qu'il n'y a que deux sexes, hommes et femmes. Mais dans nos pays, c'est le contraire. Ne vous dites que vous êtes des chrétiens parce que Biabi va à la messe. Il se met à genoux, il prend la communion. Et dans la Bible que Biabi Vondo porte pour aller à la messe, dans cette Bible-là, ils disent qu'ils n'aiment pas le sodomifiant, c'est condamné là-bas dedans. Aucun président africain n'a rejoint le président Trump pour dire que nous sommes d'accord avec toi dans ce combat-là. Pour dire voilà, restaurons dans le monde entier les valeurs chrétiennes. La vraie christianité, hein, les vrais chrétiens, pas les chrétiens sodomifiants. Mettons des valeurs, des vraies valeurs en place pour protéger les enfants. Vous ne pouvez pas parler aujourd'hui en France des femmes qui ne font plus d'enfants, n'est-ce pas? Emmanuel Macron a fait des conférences de presse pour demander aux femmes en France de faire des enfants.
Vous demandez aux femmes de faire des enfants. Entre-temps, vous demandez aux hommes de se marier entre eux. C'est dans l'anus qu'on va faire des enfants. Trump arrive. Il est l'ennemi de vous tous, président africain. C'est du bout des lèvres qui condamne le sodomifiant. Mais ils savent automatiquement que le sodomifiant fait partie des conditions pour lesquelles ils sont présidents. Là, ils n'en parlent pas. Mais on viendra exposer Trump comme celui-là qui déteste les Africains. Trump déteste l'Afrique, mais il aime le pétrole de l'Afrique. Trump déteste les Africains, mais il aime le gaz africain. Trump déteste les Africains, mais il aime l'or africain. Il aime le... Voilà tout, hein. Trump veut le gaz, Trump veut le diamant, Trump veut l'or. Oui, nous voulons quoi? Nous voulons les caca que nous allons manger là-bas chez les Saoudiens, chez les pays arabes. Nos filles vont manger des caca. Vous connaissez cette affaire, les filles vont manger des caca là-bas. Trump, lui, ne vient pas chercher les caca en Afrique. Il vient chercher les intelligences, ce que la terre produit, que vous n'arrivez pas à capitaliser, dont vous ne connaissez pas la valeur. Il prend ça pour venir développer son pays. Et nous courons donc maintenant pour venir, comme moi, venir se protéger avec l'argent que Trump est allé prendre là-bas, les richesses que Trump est allé chercher. Nous venons maintenant ici, venir demander l'asile. Monsieur le Président, Paul Biya maltraite le pays. Paul Biya tue. Paul Biya fait ceci. Trump dit oui, je suis d'accord avec vous. Je compatis, je comprends. Et c'est vrai. Parce que là-bas, Paul Biya a tué Charles Wesco. On présente les papiers, c'est là-dedans. C'est ici. Ce monsieur-là. On l'a tué, Charles Wesco. Il a été tué au Cameroun. Donc quand un enfant demande les visas, en utilisant le nom de ce monsieur, en retraçant ce qui s'est passé, tu lui donnes seulement ça. Il dit que non, ça va donner au président Trump. Va lui donner ça. Tu vas te donner le visa parce que c'est vrai. Pourquoi est-ce que cet enfant vient demander le visa ici, l'asile aux États-Unis? Parce qu'il recherche les meilleures conditions de vie. Peut-être que vous ne connaissez pas la valeur du 50 $ qu'un Camerounais vous envoie en Afrique. Vous ne connaissez pas comment ce Camerounais la souffre. Ou cette Camerounaise la souffre pour vous donner les 50 $ au prix de la demande de la carte de séjour. Les sacrifices. D'autres font 3, 4, 5 boulots. Tu les vois dans le métro, ils dorment. Parce qu'ils quittent un travail pour un autre. Ils dorment, ils sont dans le train comme ça. C'est parfois le passager qui te réveille et te dit voilà, nous sommes au terminus, je ne sais pas si ton bus, si ton arrêt c'était le terminus, ou alors tu as raté ta station. Et quand il t'envoie les 50 $, tu dis c'est ça que tu m'as envoyé, hein, c'est vrai que tout ce que tu m'as envoyé, hein, j'ai un tel problème, tu m'as envoyé seulement 100 $. Tu ne sais pas quels sont les sacrifices. Nous venons courir après ce que Donald Trump est allé prendre, ce que Barack Obama est allé prendre, ce que Joe Biden est allé prendre, ce que Bill Clinton est allé prendre pour ramener ici, pour que ça crée de l'emploi, pour que nous venons travailler, alors que nous sommes les propriétaires, les producteurs en Afrique centrale, au Gabon, en Guinée équatoriale, au Cameroun, au Tchad, en Centrafrique. Mais notre président prend ça à lui tout seul. Il va s'asseoir à l'hôtel intercontinental avec sa femme, sa fille, lui-même, les chauffeurs, et ils vivent. Vous croyez que Trump n'est pas au courant? Et nous allons nous contenter ici de dire que Trump a insulté les Africains, shit the whole country. Oui, Trump nous a insulté, shit the whole country. Alors que voilà notre président et sa famille, ils sont là-bas. La forme étincelante que le chef de l'État et la première dame affichent ici suffit à pulvériser les fausses informations distillées par certains titres d'une presse manipulée à des fins inavouées. Le Cameroun vient de rejoindre le club très fermé des pays exportateurs et producteurs de diamants. Il est le 78e pays à intégrer le processus de Kimberley, un regroupement de gouvernements et d'industriels qui contrôle la provenance des diamants et les conditions dans lesquelles ils sont exploités. Cette instance de certification s'assure qu'aucun diamant ayant par exemple financé des conflits armés, également appelé diamant de sang, ne soit vendu sur les marchés internationaux. Le Cameroun compte désormais devenir un producteur mondial de premier plan.
Le pays place tous ses espoirs dans un gisement découvert il y a 4 ans au sud-est du pays, le site de Mobilong. Situé à 35 km au sud de Mboy, en plein cœur de la forêt équatoriale, les réserves de diamants des mines de Mobilong comptent parmi les plus importantes au monde. Plusieurs entreprises sont déjà bien positionnées pour exploiter le filon. Le sud-coréen CK Mining détient un permis d'exploitation en partenariat avec le gouvernement. Le groupe prévoit d'investir 500 milliards de francs CFA sur 25 ans. Botswana Diamonds, une société minière irlandaise, possède elle aussi une concession de 8000 km² sur le site de Mobilong. CK Mining prévoit d'atteindre une production d'1 million de carats par an. Mais sur l'ensemble du territoire, les premières estimations de production sont bien supérieures, de l'ordre de 3 à 5 millions de carats. Les premières installations nécessaires à l'extraction du minerai sont en place depuis mars dernier, mais la production ne devrait pas démarrer avant 2 ans. D'ici là, la majorité de la production camerounaise restera artisanale et ne dépassera pas les 5000 carats par an.